c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons comme tous les lundis dans votre émission Sport à la Une. L'actualité, c'est bien sûr le football avec la deuxième journée de Ligue 1, jouée ce week-end un peu partout sur le territoire. Génération Foot, AS Douane, l'AS Pikine, Dakar Sacré-Cœur sur une belle dynamique avec 2 victoires en 2 matchs, à contrario du SNEPS, du Stade de Bourg et du Garaf. 0 points pour le moment au compteur. Coup d'arrêt également pour le Teungueth FC qui a concédé le nul devant l'US Gorée à domicile. Youssouf Dabo, coach de Teungueth FC, est l'un de nos invités ce soir. Il est en même temps le sélectionneur des U20 avec qui il a fait 20 matchs officiels en 2019, joué plusieurs compétitions, remporté des titres et connu des déceptions. Ce soir, nous tirons avec lui le bilan d'une année très riche pour les juniors du Sénégal. Ligue des champions, les affiches des huitièmes de finale déjà alléchantes. Real de Madrid contre Manchester City, Atlético contre Liverpool de Sadio Mané, Naples fera face au FC Barcelone. On en parle dans les buzz du web avec Momodou Ndiaye. Handball, les Lions du Sénégal joueront le tournoi de qualification olympique et logent dans la poule I en compagnie de l'Espagne, de la Suède et de l'Argentine. À l'issue de la Coupe du Monde accueillie par le Japon du 30 novembre au 15 décembre dernier, les Lions ont terminé 18e sur 24, 2 victoires historiques contre le Kazakhstan et la RD Congo. Pour parler de cette expédition et en tirer également le bilan, Chérif Ndiaye, secrétaire général de la Fédération sénégalaise de handball. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité et bienvenue à tous. Bonsoir, bonsoir à nos invités et aux téléspectateurs. Messieurs, bonsoir. Youssouf, bonsoir. Bonsoir Amam, bonsoir Cheikh et bonsoir Chérif. Bonsoir Chérif. Bonsoir Fatou Youssou et Cheikh. Nous aurons l'occasion de parler de handball en deuxième partie de magazine, mais vous restez avec nous bien évidemment. On va commencer d'abord avec l'actualité chère du championnat, avec des fortunes diverses pour les grosses écuries. Voilà, Génération Foot qui enchaîne une deuxième victoire, tout comme l'AS Pikine, Douane et Sacré-Cœur. Par contre, ça va moins fort du côté du Garaf de Dakar qui concède une deuxième défaite consécutive en autant de sorties. Donc, l'apprentissage également difficile pour le CNEPS de Thiès qui vient d'accéder en Ligue 1 et qui court derrière son premier point. Teungueth FC a concédé le nul face à l'US Gorée. Les temps forts de cette deuxième journée, c'est avec Momodou Ndiaye. Génération Foot, Douane, AS Pikine et Dakar Sacré-Cœur enchaînent leur deuxième succès à l'issue de la deuxième journée de championnat de Ligue 1. 3 clubs n'ont pas encore pris de points depuis le démarrage de ce championnat. Il s'agit du Jaraaf de Dakar, battu à domicile par une bonne équipe de l'AS Pikine, 1-0. Le promu Thiessois, Sneps et le Stade de Bourg ont aussi perdu à l'extérieur devant Génération Foot et Dakar Sacré-Cœur. Teungueth FC et l'US Gorée se sont neutralisés 0 but partout. Les Rufisquois ont manqué l'occasion de prendre les 3 points à domicile afin de rester sur leur bonne dynamique après un premier succès contre le Casasport. 10 buts ont été marqués au cours de cette deuxième journée. 3 victoires à l'extérieur, 1 match nul vierge, 0 but partout. Voilà, coach, l'US Gorée qui vous contraint au nul à domicile. Qu'est-ce qui vous a manqué puisque vous étiez bien parti avec une première victoire contre le Casa? Alors, comme j'ai eu à le dire après le match, parce qu'offensivement, on a manqué de tranchant, d'agressivité dans le dernier tiers. La première mi-temps, on était bien dans le jeu. On a eu beaucoup d'intentions de jeu à partir de derrière. Maintenant, ce qu'il manquait, comme je l'ai dit tantôt, c'était des joueurs beaucoup plus tranchants dans les appels, dans les prises d'espace. Pourtant, on a travaillé durant la semaine. Et en deuxième mi-temps, on a vu une équipe goréenne qui a plus reculé son bloc. Donc, il nous manquait beaucoup plus de profondeur. Et dans ces cas, il faut vraiment être capable de rentrer dans le bloc adverse, de jouer là-bas à l'intérieur, ce qu'on n'a pas fait parce qu'on avait des centraux qui étaient un peu pressés à aller toucher les attaquants très rapidement. Ils voulaient passer au-dessus du bloc. Ils ont un peu abusé du jeu long. Et quand il n'y a pas de profondeur, c'est quasi impossible de jouer de la sorte. Tout à fait. Alors, votre premier banc, physiquement, on va dire, sur le banc, voilà, votre premier match sur le banc de TFC. Week-end dernier, je pense que vous étiez encore en Guinée. Parlez-nous un peu du stade, de l'ambiance au stade Ngalandou. Une bonne ambiance. Les supporters ont répondu présents par rapport à ce match parce que je pense que Teungueth
comme tout le monde le sait, c'est une ville de football. C'est des gens qui aiment le football, qui aiment aussi leur club, qui sont tout le temps derrière. Donc, ils étaient présents en espérant, bien sûr, avoir les trois points. Moi, à la fin, j'étais déçu surtout pour eux, parce qu'on voulait vraiment les offrir ces 3 points. Mais c'est partie remise, parce qu'on est juste au début de saison, il n'y a pas péril en la demeure. Tout à fait. Justement, c'est un groupe que vous découvrez, puisque l'année dernière, vous étiez au Stade de Mbour. On en a parlé en off même avant le démarrage de cette émission. Est-ce que vous connaissez vraiment ce groupe aussi? On sait que vous êtes partagé entre l'équipe nationale U20 et Tenguet FC. Bien sûr que je connais très bien ce groupe, parce que je suis parti en préparation avec eux à Thiès. Et tous les joueurs qui sont là sont venus sur ma demande. Les anciens qui sont restés aussi, c'est sur ma demande. Donc, c'est des joueurs que je connais très bien. Même si je ne les avais pas l'année dernière, c'est des garçons que j'ai eu à voir dans ce championnat. Donc, ils ne sont pas inconnus à mes yeux, donc je connais leur qualité. Maintenant, c'est un groupe qui a été renouvelé à 80%, on va dire. Donc, il y a eu beaucoup de départs, il y a eu beaucoup d'arrivées. C'est un nouveau groupe avec un nouveau staff. Et dans ces situations, il faut du temps. C'est un luxe qu'on n'a pas souvent dans notre métier, mais on va y arriver. Alors, le challenge de TFC, après le Stade de Mbour et Guédiawaye FC, dont j'imagine que vous courez déjà derrière un titre de champion, y a-t-il un plan de carrière par rapport à ce foot local? Bien sûr qu'il y a un plan de carrière, parce que j'avais commencé avec Guédiawaye, où le président Djamil m'a fait venir sans autant me connaître comme il le faut. Et les Sénégalais m'ont découvert à travers ce club. Je suis parti après au Stade de Mbour, où j'ai continué ma progression. Maintenant, je suis à Tenguet, où le président m'a présenté, le président Babacar Ndiaye m'a présenté un projet ambitieux, parce que je suis à un niveau maintenant, je pense, où je dois vraiment me concentrer dans des clubs qui vraiment jouent pour des titres, on va dire, avec des projets ambitieux. Bien sûr que le Stade de Mbour avait un projet ambitieux, mais à un moment donné, ça s'est essoufflé. J'ai pensé que c'était le moment opportun de changer de destination. Justement, il y a eu l'Afrique à l'entame de cette saison. Normalement, Tenguet FC était qualifié pour faire au moins le tour préliminaire de la Coupe CAF. Finalement, pour des raisons parfois, je pense, financières, ou en tout cas, il y a eu des raisons qui ont fait que TFC n'y est pas allé. Est-ce que vous avez adhéré à cette décision? Pourquoi avoir pris cette décision? Et qui a pris cette décision? J'ai été le premier à dire au président de déclarer forfait. Ça, c'était au moment où on négociait ma venue à Tenguet. Donc, je n'étais pas juste animé par le fait d'aller en Afrique. Parce qu'aller en Afrique, pour aller en Afrique, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites qui ne sont pas vraies, à mon avis, parce que moi, j'étais au cœur du truc. Quand les gens parlent de problèmes financiers, ce n'était pas ça. C'était surtout un problème d'effectif. Parce que la chance que les autres clubs ont, Génération Foot ou Djambars, les autres clubs ne l'ont pas. Parce qu'à la fin de la saison, parfois, tu as des joueurs qui partent de gauche à droite parce que les contrats n'ont pas été assez sécurisés, parce que c'est des joueurs qui sont souvent sur une année de contrat. Donc à la fin de la saison, ils partent. Ils partent pour des essais où ils sont encore là, mais en attente de partir à l'étranger. Donc même quand tu les appelles, ils te disent « ouais, mon agent m'a demandé de ne pas signer ». C'est très compliqué. Et puis quand même, quand on voit l'histoire, après la suite de l'histoire, on se rend compte que Tenguet FC a eu raison. Parce que déjà, vous entamez une compétition que vous allez terminer avant même que le championnat ne démarre. Pas de compétition, et justement, Génération Foot. Un problème de calendrier. C'est très compliqué. Après, si on a eu raison ou pas, je ne sais pas. En tout cas, à notre niveau, pour nous, on a eu raison de déclarer forfait. Alors, du coup, l'ambition, c'est peut-être d'aller en Afrique l'année prochaine avec un effectif beaucoup plus huilé. Et pour ça, cela passe par aussi de bonnes performances sur la saison. Les ambitions donc de TFC pour cette saison. Absolument.
Après, l'ambition de TFC, ce n'est pas juste d'aller en Afrique pour aller en Afrique ou aller en Afrique l'année prochaine et ne pas y aller pendant 10 ans. Comme je l'ai dit au président et on en a discuté, l'objectif, ça doit être d'être constant à ce niveau africain. Ouais. D'y être tout le temps, si possible. Il faut travailler sur ça. Ouais. Et maintenant, on sait que ça passe par les compétitions locales, forcément. Donc, il faut être bon là-bas, gagner là-bas pour aspirer à aller en Afrique. Et justement, vous avez perdu le métronome de cette équipe qui était Fally, qui est parti. C'est quoi votre objectif? Vous êtes là pour développer des joueurs qui vont partir après, ou bien vous allez essayer quand même de construire quelque chose de solide dans la durée? Écoutez, on est un club ambitieux avec voilà, des objectifs très clairs. Maintenant, comme je le dis tout le temps, gagner, ça ne se décrète pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on décrète, ouais, je veux gagner, je veux gagner. Si ça se décrétait pour le faire, on aurait gagné depuis longtemps. C'est un processus. Il y a un processus qui est là, qu'il faut mettre en place et il faut le suivre. Donc, pour arriver à ces objectifs. Fally, il est parti, il y a d'autres joueurs qui sont là. Donc, si je vous comprends bien, vous vous inscrivez avec TFC sur un contrat de longue durée, en tout cas un processus sur quelques années. Pour le moment, j'ai un contrat de 2 ans. Après, ça peut être plus, on ne sait pas. Mais c'est un contrat déjà de 2 ans et je pense que sur 2 ans, on peut faire beaucoup de choses. Voilà, coach Youssouf, vous restez avec nous. On va toujours continuer à parler de ce foot local, tout en précisant quand même que vous concernant, il y a déjà un petit palmarès qui est en train de se mettre en place avec donc un vainqueur. Il est le vainqueur de la Coupe de la Ligue, donc du côté du Stade de Mbour, c'était en 2017, finaliste de la Coupe du Sénégal. Toujours avec le Stade de Mbour, on parlera bien sûr des performances africaines avec donc ce titre conquis en 2018, donc avec les U20, UFOA B, et cette année l'UFOA A, avec toujours donc les U20 en 2019, c'était en Guinée, et bien sûr finaliste de la CAN, donc U20 au Niger. On reviendra sur la sélection, mais si vous permettez, on va également vous proposer d'autres matchs, d'autres résumés, notamment une équipe qui entame bien ce championnat. Il s'agit de Dakar Sacré-Cœur qui s'est imposé devant le Stade de Mbour 2-0. Pour le Stade de Mbour, encore aucun point engrangé. Nous regardons tout cela avec Cher Sadibou Diarra. Dakar Sacré-Cœur confirme son bon début de saison. Face au Stade de Mbour, DC a enregistré son 2e succès en autant de journées de Ligue 1. Une victoire 2-0 grâce aux réalisations de Pape Amidou Dieng et d'Idrissa Gamara. C'est une équipe qui a joué contre nous, qui a mis de l'impact, qui n'a pas démérité. Ils ont su mettre deux ballons sur le poteau, mais par contre nous aussi on a su mettre aussi 2 ballons au fond sur 2 occasions qui nous étaient offertes. Ces 2 victoires, voilà, c'est venu dans le cours normal des choses. On a su profiter, comme on dit, des opportunités qu'on a saisies. Voilà. Et bien sûr, on est leader par le cours normal des choses, mais on essaiera aussi d'être mieux, même en étant leader ou en ayant une bonne position, on essaiera de faire mieux que ce qu'on a fait. Pour le Stade de Mbour, c'est un retard à l'allumage, 2 défaites, 0 but marqué, 4 encaissés, qui n'inquiète pour autant l'entraîneur. Et Dakar Sacré-Cœur est arrivé 2 fois dans nos vies et a marqué 2 buts. Je pense que si on résume ce match pour dire ce qui n'a pas marché, c'est parce qu'on n'a pas marqué de buts et Dakar Sacré-Cœur a marqué 2 buts. Tout le monde a vu que sur le plan tactique, sur le plan technique et sur le plan physique, l'équipe a répondu. Et dans ce sens, j'encourage les... Mais sur le plan du comptable, c'est inquiétant parce que sur 6 points, tu prends 0 points. Bien sûr, c'est inquiétant, mais sur le plan du jeu et l'évolution de l'équipe, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on est satisfait, mais nous savons qu'on travaille, nous continuons à travailler pour rectifier le tir. Avec 6 points au compteur et 5 buts marqués, Dakar Sacré-Cœur mène un peloton de 4 équipes au même nombre de points en haut du classement, alors que les Mbouroua sont lanterne rouge. Merci à vous, cher Sadibou Diarra. Nous allons vous retrouver puisque vous étiez également au match qui opposait le Giraffe de Dakar à l'AS Pikine au stade Léopold Sédar Senghor. Un seul but a fini de sceller le sort de cette rencontre et il a été marqué par Pape Lamine Correa dans une rencontre où les Pikinois ont montré davantage de volonté, une volonté de vaincre. Malik Daf, le coach des Verts et Blancs, qui a résumé aussi ce match au micro de vous, cher Sadibou Diarra et Damonouba. L'ASC Giraffe n'y arrive pas encore. Le club de la Médina a courbé l'échine dans le choc de la 2e journée. Une défaite 1-0 face à l'AS Pikine, sa 2e en autant de sorties en Ligue 1. L'entame de match raté et un certain manque d'engagement mis en cause. On a été léger
les jeux dans le jeu. Le football, c'est deux aspects, offensif et défensif. C'est sur l'aspect défensif où l'équipe ne tenait pas. Parce que les joueurs, ils veulent seulement recevoir le ballon dans les pieds, faire des entrefaits, donner des petites passes, jouer à la baballe comme ça. Mais il faut savoir alterner le jeu court et les jeux longs, avoir de la percussion, chercher la profondeur. Ce qu'on n'a pas pu faire. Mais avec la rentrée de Albert Dieng et la rentrée de Ribéry, vous avez vu en deuxième période, même l'attaquant Samba qui est rentré, ça a été un peu mieux dans le jeu. Il y a quelques séquences, des combinaisons, il y a eu des occasions. Mais comme on dit, il faut retenir de la leçon. Si on avait joué contre on l'a expliqué dans un autre terrain, avec cet état d'esprit aussi on allait perdre. Parce qu'on n'était pas déterminant dans le jeu. Le début de saison sourit par contre au coéquipier d'Ahmed Cissé, homme du match. Vainqueur logique d'une rencontre qui leur tenait à cœur, ils enregistrent leur deuxième succès. Première période, les garçons ont répondu présent, ils ont scoré. Ils pouvaient même scorer en deuxième, mais bon, ils ont joué bas pendant 35 minutes. Et je les ai dit, il ne fallait pas le faire. Donc il fallait rester haut, essayer de marquer un deuxième but. Donc ça allait nous faire souffler un peu, mais voilà, maintenant, on a gagné et voilà, je félicite tout le monde. AS Pikine ASC Jaraaf, une des rencontres phares de la Ligue 1, s'est déroulée au stade Léopold Sédar Senghor. Si le manque de spectateurs était au rendez-vous comme attendu, il faut y ajouter beaucoup de défaillances sur l'organisation et une mauvaise qualité de la pelouse, soulevant beaucoup d'interrogations sur l'aptitude de stade à accueillir des matchs. Voilà, merci cher Sadibou Diarra. Vous terminez sur la note concernant évidemment le stade Léopold Sédar Senghor, des images qui deviennent virales puisque vous êtes nombreux à les partager sur les réseaux sociaux. L'état de la pelouse, on n'en parle même plus. On se souvient il a coûté plutôt une rupture des ligaments croisés à Chernoï en mars dernier, mais on parle de tout ce qui est autour de ce terrain et qui ne fait pas encore une fois honneur au football de notre pays, comme vous le découvrez à travers ces images. Le ministre des Sports, d'ailleurs, avait annoncé la fermeture du stade pour réfection, pour un coût évalué à 30 milliards de francs CFA. En attendant que cela se fasse, on a un acteur autour de cette table. Est-ce que réellement on a besoin de jouer dans ce stade, surtout pour les clubs, quand on sait que déjà on ne fera pas le plein au stade Léopold Sédar Senghor? Je pense que, comme vous l'avez dit, hein, c'est un stade difficile à remplir. Et quand on connaît la fréquence des spectateurs qui suivent le championnat, jouer dans ce stade devient compliqué. En plus, parlant de l'état de la pelouse, c'est vraiment désolant. Désolant pour le Sénégal, pour un pays comme le Sénégal. Mais je le dis tout le temps, le Sénégal est un pays malade d'infrastructures. Ce n'est pas que dans le football, mais dans les autres domaines. Après, voilà, il y a des gens habilités à faire tout ça. Maintenant, pourquoi ils ne le font pas? Je dis tout le temps, il faut leur poser la question. On avait parlé, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, de fermer ce stade pour le retaper. Ben, jusque-là, on attend, parce que nous, en tant qu'acteurs, on a aussi besoin d'évoluer dans des surfaces où on peut produire du spectacle. Et on sait que ce stade ne favorise pas tout ça. Tout à fait. Donc voilà, on vous laisse apprécier l'état de tout ça. Cher Tidiane, vous avez un mot à rajouter? Non, mais quand même, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. On a tellement parlé de cette histoire de pelouse, mais quand même, on joue dans un pays comme le Sénégal, on n'arrive pas à jouer dans la capitale quand même. C'est extrêmement désolant. Si on ne joue pas à Pékin ou à Guédiawaye, on ne jouera pas à Dakar. On a annoncé à maintes reprises la réfection et ce n'est toujours pas le cas. On nous annonce encore la réfection du stade Demba Diop. Mais quand même, il faut à un moment donné qu'on passe à l'acte et qu'on arrête les discours, quoi. Et puis, paradoxe pour paradoxe aussi, concernant le stade Galandou Diouf où vous jouez, c'est-à-dire c'est un stade qu'on a mis 8 ans à réfectionner. Au bout d'un an, la tribune découverte n'est plus fonctionnelle. Cherchez l'erreur. Donc, il y a une tribune qui est fermée depuis presque 1 an pour un stade qui nous a pris 8 ans à être réfectionné. On va parler à présent de football sur le terrain, puisque Youssouf, on vous a également convié sur ce plateau pour évoquer cette année 2019 à la tête de la sélection des U20. Une année riche en compétition, une CAN, une Coupe du Monde, les Jeux de la francophonie au tournoi de l'UFOA, sanctionné par le gain d'une médaille d'or en Guinée, d'une médaille d'argent au Niger et d'une médaille de bronze au Maroc. Nous voyons tout cela dans cet élément. 2019,
Une année riche pour le jeune technicien. Youssouf Dabo présente un bilan plus que positif à la tête des Lionceaux du Sénégal. Un parcours 0 faute en phase de groupe de la CAN avec 3 succès d'affilée, mais le Sénégal perd malheureusement la finale de la CAN une 3e fois consécutive face au Mali à Niamey. Nous sommes en février. Une place au mondial dans cette catégorie en Pologne comme lot de consolation pour le sélectionneur et les siens. Lors de cette compétition, les Lionceaux font un bon parcours en phase de groupe avec une victoire d'entrée devant Tahiti, 3-0, une autre victoire devant la Colombie, 2-0, et terminent par un match nul blanc contre le pays hôte, la Pologne. Les Lionceaux tomberont en quart de finale, battus par la Corée du Sud au tir au but. En août dernier, l'équipe de Youssouf Dabo remporte la médaille de bronze aux Jeux de la francophonie aux dépens du Mali, après avoir perdu la demi-finale encore une fois au tir au but, cette fois-ci devant le Burkina Faso. Les hommes de Youssouf Dabo terminent tout de même cette année sur une bonne note avec une victoire finale lors du tournoi de l'UFO à zone A, remporté en Guinée il y a de cela une semaine. Voilà, une CAN, une Coupe du Monde, les Jeux de la francophonie, le tournoi de l'UFOA. Les Jeux africains aussi, effectivement. Pour laquelle de cette compétition vous nourrissez le plus de regrets? Je sais pas. La CAN, on a été jusqu'au bout. Donc, il n'y avait plus de match derrière parce qu'on était jusqu'au bout. Il fallait juste gagner ce match pour remporter le trophée. Maintenant, pour la Coupe du Monde, même si on avait gagné contre la Corée, il restait encore d'autres matchs. Je pense que je nourris plus de regrets sur la CAN parce qu'on était au bout. Même si j'ai aussi des regrets à la Coupe du Monde par rapport à ce match contre la Corée. On a perdu ce match par manque de concentration. Moi en premier, je pense, à un moment donné, surtout au moment de l'égalisation. J'étais sorti du match. Parce que pour moi, le match était fini. Donc, après, c'est des erreurs. J'apprends beaucoup dessus. C'est pour ça que quand les gens me demandent par rapport à le comportement que j'adopte parfois quand mon équipe marque, c'est justement par rapport à ça, parce que je ne dois jamais me déconnecter du jeu. Ça m'est arrivé contre la Corée et j'ai vu les conséquences. Donc, je peux me défouler après le match. Mais pendant le match, je n'ai pas le droit de me détacher. Ouais, quand même beaucoup de satisfaction, il faudra le noter, surtout l'aventure humaine. Quand même, on vous a vu fonctionner avec un groupe qui est parti de rien, parce que vous avez hérité d'une équipe qui a été également vice-championne d'Afrique, la génération des Ibrahima Niane. Léo Badji. C'était à Lusaka, je pense même. Vous avez hérité d'un groupe, vous êtes parti de rien, mais quand même, on a vu un groupe de qualité. Certains même disent que c'est l'un des meilleurs groupes de U20 que le Sénégal ait jamais eu. Je ne sais pas si c'est l'un des meilleurs groupes ou pas, mais nous, on a pris énormément de plaisir à travailler avec ces garçons. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de garçons qui sont partis de rien du tout, qui sont révélés aux yeux du grand public par rapport à la CAN et à la Coupe du Monde. Et je pense que c'est des garçons aussi sur lesquels on peut compter pour le futur de notre football, s'ils sont bien encadrés, bien sûr, parce qu'ils sont encore jeunes. Il y a beaucoup de jeunes de cet âge qui s'éparpillent un peu partout et qui se perdent en cours de route, parce qu'ils manquent d'encadrement comme il le faut. Mais si on les accompagne et qu'on les encadre bien, ils peuvent nous donner des satisfactions dans le futur. Alors, on notera quand même qu'il y a une constante dans ces deux éliminations, que ce soit en CAN ou en Coupe du Monde, on tombe toujours au tir au but, ce qui se répète aussi avec les seniors. Sur ce point-là, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pris conscience de ce manque en termes de jeu, en termes de formation? Est-ce que vous, personnellement, vous travaillez cet aspect-là avec vos joueurs, et en tout cas, même au niveau de la direction technique? Moi, je parle pour moi et mon groupe et le staff que j'ai. C'est un aspect qu'on ne travaillait pas avant, les pénaltys. Maintenant, depuis qu'on est revenu de la Coupe du Monde avec ce nouveau groupe, on travaille beaucoup dessus. Parce que, voilà, on nous parlait tout le temps de chance, surtout quand on était jeune, tout petit. On nous parlait de chance, pénalty, série de pénalty, c'est une question de chance. Mais pour moi, c'est faux. Ce n'est pas une question de chance. Déjà,
geste technique à réussir et c'est une épreuve de nerfs aussi. Capable de maîtriser ses nerfs parce que c'est un moment difficile où le joueur se retrouve tout seul. Donc tout ça, on essaie de le travailler après les séances d'entraînement. Donc je pense on a eu 2 résultats positifs là-dessus. Contre le Mali au Maroc, où on gagne au penalty, et là contre la Gambie aussi où on gagne au penalty. Si on ne travaille pas, on ne peut pas avancer dessus. Non, je ne vais pas faire le têtu parce qu'on a perdu 2 fois sur ces épreuves. Il faut se poser les questions, il ne faut pas continuer à s'entêter à dire que c'est de la chance. Il faut travailler. Voilà, on parlait d'aventure humaine. Il y a eu beaucoup de satisfaction sur le plan individuel quand même dans votre groupe. Parce que déjà, il y a eu 2 joueurs qui ont été appelés en équipe nationale A. Je pense à Moussa Ndiaye et le gardien de but Djali Kobali qui avait fait une excellente Coupe d'Afrique. Vous, en tant que coach, qu'est-ce que cela vous fait d'avoir sorti des joueurs du néant et qui sont appelés en équipe nationale A et d'autres qui sont dans l'antichambre de cette équipe quand même? Mais nous, ça nous fait... on est très heureux pour ces garçons. Votre travail est valorisé. Ah, mais c'est pas que moi. J'ai à côté avec moi des gens aussi très compétents, mon staff dans la sélection. Issa Aïdara, Hassan, Kana, le staff médical, Khalifa Ababakar, Dr Ababakar Diop, Elhaj Diagne et Sey, l'intendant. C'est des gens très compétents qui donnent le meilleur d'eux-mêmes tout le temps. Donc, sans eux, je pense qu'on n'aurait pas eu aussi tous ces résultats. Que je suis au devant de la scène. On ne voit que moi, mais derrière, il y a un gros boulot qui a été fait par ces hommes dont je viens d'énumérer le nom. Après, comme vous l'avez dit, on a eu à vivre une aventure humaine extraordinaire parce que on a récupéré des garçons qui sont partis de rien du tout. On les a fait croire que voilà, tout est possible avec le travail. Ils ont adhéré par rapport à ces discours. On a essayé aussi de les inculquer un état d'esprit de gagneur, de compétiteur, de travailleur surtout, parce que c'est ça qui est important. Et ce n'est pas des garçons doués, certains d'entre eux, ce n'est pas des garçons doués comme on peut en trouver ailleurs, mais c'est surtout des garçons travailleurs. Et ça, c'est important pour... Alors, on va justement replonger dans cette année 2019. C'est vrai qu'il y a eu ce résumé, mais aussi il y a des chiffres qui parlent. Parce que moi, j'aimerais aussi savoir comment vous avez géré l'enchaînement des compétitions. Quand on regarde en 2019, c'est juste incroyable. Vous avez joué avec les U20, 20 matchs officiels, 6 matchs amicaux internationaux, donc pour un total de 26 matchs joués. Bon, vous en avez quand même gagné pas mal, 14. 11 matchs nuls, une défaite dans le match, donc pas moins de 50 buts marqués et des buts encaissés 17. Donc je le disais, il y a eu la CAN, le Mondial, les Jeux africains, l'UFOA A, et il y a eu les matchs internationaux. Donc vous, personnellement, avec le travail en club, comment vous gérez cet enchaînement de compétitions? Et c'est autant de matchs, pratiquement autant de matchs que le championnat. Oui, il y en a eu 26. Pratiquement. 14 x 2, 28 pour le championnat. Donc, c'est pas loin. Ouais. Ouais, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai avec moi des gens assez compétents, que ce soit en sélection ou en club, où je pense c'est des mecs qui me permettent de voyager tranquillement, parce que je sais que quand je suis absent en club ou en sélection, ceux qui sont là-bas, ils font le boulot. Ils ne sont pas là pour me mettre en difficulté, parce que c'est compliqué d'avoir un staff. Un staff loyal, c'est très très compliqué. Tout à fait. Parce que souvent, il y a des gens qui sont là, qui sont... dans l'ombre. Qui sont dans l'ombre, qui sont adjoints ou dans le staff, mais ils leur ont ta place. Donc, quand tu tournes le dos, ils essaient de mettre des trucs en place pour te mettre en difficulté, justement pour récupérer cette place. Mais ceux que j'ai actuellement en sélection et en club, je sais que c'est des gens loyaux. Donc, quand je me déplace avec un groupe, je sais que le groupe que je laisse derrière moi, je peux partir tranquillement, le boulot sera fait. Mais aujourd'hui, c'est une chance. Parce qu'il y avait un néant pour les petites catégories. Je pense que voilà, entre 95 et la première qualification, il n'y avait pratiquement rien. Aujourd'hui, vous arrivez à jouer toutes ces compétitions. Est-ce que vous considérez que c'est votre chance? Quand je dis vous, tout ce staff, en tout cas tous les techniciens du moment. Bien sûr, c'est notre chance, parce que chaque génération avec sa chance.
Nous, on a eu la chance de tomber sur une période où, je pense, on a quand même le centre Tourab Djelao qui nous permet, après à Guéret aussi, c'est des centres qui nous permettent de bien travailler, ce que nos prédécesseurs n'avaient pas. Ouais. Donc, ils avaient plus de difficultés à travailler, à mettre des choses en place. Nous, on a cette chance, c'est notre chance. Après, les autres générations qui vont venir auront d'autres chances. Et cette chance que nous avons, on essaie de l'exploiter à fond. Et Mme Fatou, vous parlez de ce cumul-là, entraîneur, club et sélection. Déjà, autant de matchs en club qu'en équipe nationale sur une saison. Mais comment est-ce que vous travaillez? Voilà, comment est-ce justement, que ce que vous vous avez faites pour y arriver? Je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul. Mais est-ce que c'est un choix d'abord? Est-ce que cette façon de faire vous convient? Parce que beaucoup de sélectionneurs se plaignent en disant qu'ils préféraient à la limite se consacrer à la sélection plutôt qu'au club, mais pour des questions d'ordre financier, ils sont obligés de faire sur les deux. Est-ce que ça vous convient tel quel? Moi, je suis quelqu'un de très libre dans ce que je fais. Je ne fais jamais des choses qui ne me conviennent pas. Si je devais, par exemple, là, à l'heure actuelle, avec le cumul que je fais, si je devais après me plaindre, c'est que je ne serais plus moi-même. Je ne suis pas forcé à le faire. Je ne suis pas forcé à prendre un club et une sélection. Je peux abandonner la sélection, continuer en club, ou comme je peux abandonner le club et continuer en sélection. Donc, ce que je fais actuellement, ça me convient. Si ça ne me convenait pas, j'allais arrêter. Donc, voilà. Après, bon, chacun fait comme il le sent. Mais moi, personnellement, ça me convient. Après, c'est un truc que je ne vais pas faire sur la durée. Mais je sais pourquoi je le fais. Je suis un jeune entraîneur. Tout ça, pour moi, ça va me servir d'expérience. Je prends tout ce que j'ai à prendre. Après, je vais me ranger quelque part pour continuer mon chemin. Et dans le passé, vous avez donné un coup de main à l'équipe nationale du Sénégal et ça vous a coûté votre poste d'entraîneur? Oui, ça m'a coûté mon poste d'entraîneur à Guédiawaye, mais bon, j'ai pas de regret parce que je dis que c'est mon destin. Je suis un croyant. Donc tout ce qui m'arrive, voilà, je dis que ça devait m'arriver, que ce soit... Il n'y a que de bonnes choses qui m'arrivent, en tout cas. Parce que je ne pense pas aux choses négatives. Tout ce qui m'arrive, pour moi, c'est des choses bonnes à prendre. Je les prends, je tire les enseignements, je continue à avancer. Très bien. Alors, Youssouf, on va encore parler un peu de ce travail autour des juniors, notamment en ce qui concerne la formation, mais aussi certains clichés qu'on entend souvent. Enfin, je ne sais pas si c'est un cliché, en tout cas. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, les centres de formation sont les principaux fournisseurs de joueurs au niveau des petites catégories et notamment dans les U20? Parce que nous, on le dit souvent, Génération Foot, Diamba, dans une moindre mesure, Dakar Sacré-Cœur. Ah ben ça, c'est pas plus tard que le tournoi qu'on a fait, je pense, en Guinée. On a parlé de centres de formation, que c'est les centres qui nous permettent de gagner. Même si, je dis même si c'est la réalité, ces centres sont au Sénégal. Ce sont des Sénégalais qui y travaillent et ce sont des Sénégalais qui y jouent. Donc ces jeunes qui sont dans les centres, ils sont sélectionnables. S'ils sont bons, on ne prend pas tous les jours des centres. Et en parlant des centres, à dire que c'est les centres aujourd'hui qui nous permettent de gagner, pour moi, c'est insulter aussi les clubs traditionnels. Parce que dans cette sélection, en tout cas, je parle de ma sélection, dans mon groupe, il y a eu des joueurs du Casa Sport, Gorée, Stade de Mbour. Ce n'est pas des centres, c'est des clubs traditionnels qui travaillent aussi, même s'ils n'ont pas les mêmes conditions de travail que les centres. Il y a des éducateurs, des entraîneurs qui sont là-bas, chez les jeunes, qui travaillent très bien. Donc il faut valoriser aussi ces gens-là. Ne pas tout basculer sur les centres de formation. Moi, le groupe que j'avais à la CAN et à la Coupe du Monde, quand on sort, il y avait 2 joueurs de Diamba. Et dans ce groupe, il n'y avait pas un joueur, par exemple, de Génération Foot. Il y avait d'ex-joueurs de Génération Foot, à savoir Diandiaï et Ibrahim Magnan. Mais il n'y avait pas de joueurs de Génération Foot. En tant que tel. En tant que tel. Okay. Il y avait un joueur de Dakar Sacré-Cœur. Tous les autres joueurs, ils venaient d'où? Oslo, Darussalam, Stade de Mbour, Casa Sport, dans les autres clubs. Donc ces clubs-là, ils travaillent aussi bien que les centres de formation. Mais vous parlez d'ex-joueurs même de Génération Foot. Quand on parle de ces centres de formation, la chance qu'on a peut-être que ce sont il y a
parmi ces centres des centres de formation qui évoluent parmi l'élite. C'est le cas de Génération Foot, c'est le cas de Djamba. Et là, vous tirez là-bas des joueurs qui connaissent déjà le haut niveau sénégalais. Par exemple, Ndiaye, avant de jouer cette CAN U20, il a fait 2 campagnes de Coupe d'Afrique avec Génération Foot, des joueurs de Djamba également qui jouent en championnat. Ça aussi, c'est en plus. C'est un plus. Ouais, c'est un plus si on peut le considérer ainsi. Mais voilà, c'est... Je ne sais pas, comme je l'ai dit, moi je parle juste des 2 campagnes que nous avons faites, à savoir la CAN et la Coupe du Monde. Pendant la CAN, j'avais des joueurs qui n'avaient pas de compétition africaine. Oui, mais quand même, vous aviez des joueurs qui évoluaient dans des postes clés, par exemple, qui jouaient dans des académies telles que l'autre Darussalam. On pense à Formose, on pense à John Loki. Qui n'avait aucune expérience africaine. Ouais. Donc, non, mais parce que tout à l'heure, vous avez parlé de joueurs qui ont eu à faire des campagnes africaines avec leur club. Mais ces joueurs dont vous avez parlé là, à l'instant, c'est des joueurs qui n'avaient aucune expérience. C'est en mix. Aucune expérience au niveau africain. Donc, moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'on donne aussi de la considération aux clubs formateurs. Et même si on parle, encore une fois, de centres de formation, ces centres de formation sont autorisés à jouer dans ce championnat par les autorités du football. Oui, mais après, à part le Casa Sport, quels joueurs aviez-vous lors de la CAN qui jouent dans des équipes traditionnelles ici au Sénégal? Souleymane Cissé. Il jouait au Stade de Ngo, défense centrale. Ouais, il est au Celta Vigo, je pense. Il est parti au Celta Vigo. Mamadou Lamine Danfa. Casa Sport. Moussa Sog, US Gorée. Dialy Ndiaye, Kayor Foot. Il était à Ngor. Amadou Sagna. Ngor, c'est pas ça, c'est des clubs, des centres de formation, pratiquement. Bon. Pourquoi centre de formation? Kayor Foot, c'est pas un centre de formation. Ouais, mais ils n'évoluent pas parmi l'élite, quoi. Non, quand ils jouaient avec nous et qu'ils étaient à Ngor, ils étaient en Ligue 2, Ngor. Ngor est descendu, ils sont partis à Kayor Foot. Très bien. Donc, en fait, il faut valoriser l'apport des clubs traditionnels. On a bien compris, même si c'est une chance aussi d'avoir des centres de formation, évidemment. C'est surtout ne pas tirer la couverture à une partie et laisser les autres. Parce que mais quand même, on se rend compte que c'est avec l'avènement de ces centres, que le Sénégal commence à percer chez les petites catégories. Je ne suis pas d'accord. Ah si. Non, parce que les U17, par exemple, les U17, leur dernière CAN remonte à quand? Leur dernière CAN, c'était cette année. Non, je ne parle pas de cette année, à part cette année. Leur dernière qualification. C'était pas il y a 4 ans ou 2 ans, je pense. Non, je parle de leur participation à une CAN. Oui, c'est ce que je dis. Il y a 2 ou 3 ans. Avec qui? Je ne sais plus, il y avait les Diawandou, c'était des joueurs comme ça. D'ailleurs, qui avaient été recalés pour les IRM. Non, bien après. Non, je parle de U17. Oui. Un groupe U17 sénégalais. C'était au Rwanda, d'ailleurs. Qui a participé parce qu'il y a 4 ans ou 3 ans, je crois, c'était avec Alimal. On s'est fait sortir par la Guinée. Okay. Donc ça remonte à plus. Depuis que je suis là, en tout cas. Ouais, non, mais ça remonte 2015, on n'a pas eu de U17, catégorie U17 qui a participé. D'accord? Et pourtant, ces centres sont là depuis. Oui, mais c'est un travail. Bon, c'est un travail aussi qui doit être fait par la direction technique. Je veux dire, ce n'est pas au centre de travailler pour le football. Non, oui. Justement. Mais pourquoi maintenant on veut prendre les résultats et l'octroyer au centre? Qui prend les résultats et les octroie au centre? C'est un débat. Comme vous mettez en valeur l'apport du foot des clubs traditionnels, les centres de formation aussi sont une locomotive de développement de ce football. Non, mais moi je donne de la considération à tout le monde. Voilà. À tout le monde. Mais le fait qu'on veuille tirer la couverture qu'au centre, mais c'est ne pas respecter les autres clubs. Ouais, bon. En tout cas, il faut prendre en considération tout ce qui participe au développement du football local. Voilà. Ça, on est d'accord. Alors, il y a aussi un cliché, un a priori qui est souvent mis sur les entraîneurs locaux, notamment dans les petites catégories. En tout cas, ça fait un moment qu'on entend parler de ça. Vous êtes là, vous pouvez en parler. Il s'agit en fait de ces entraîneurs qui se font approcher par des joueurs et par des agents de joueurs pour les intégrer dans les sélections. Est-ce que vous avez été approché
bon, voilà, par rapport à des tentatives de corruption, entre guillemets. Bien sûr, j'ai été approché surtout au début. Il y a eu des personnes qui m'ont appelé parce qu'ils ont des joueurs qu'ils veulent faire venir, ouais, et, en monnayant de l'argent. Et, pour moi, c'est un manque de respect. Et tu peux être qui tu veux. Si tu manques de respect, tu n'auras pas de respect de ma part. Parce que les réponses que j'ai, je ne peux pas les donner ici. Parce que ce n'est pas des réponses que je peux dire publiquement. J'ai quand même un peu de respect par rapport aux gens qui me regardent. Mais il y a des gens qui ont essayé à me proposer de l'argent parce qu'ils voulaient... j'ai eu, je pense, 3 ou 4 personnes qui m'ont appelé. Il y a même des gens qui sont à l'extérieur, qui m'appellent en me disant « Ouais, j'ai un joueur, il lui faut une sélection parce qu'il faut qu'il signe un contrat professionnel, mais il lui faut une sélection. » Maintenant, quand il aura sa sélection et qu'il signe, voilà. Tu as ton pourcentage. Ou même, il te propose tout de suite de te donner de l'argent pour que tu prennes ce joueur. C'est un manque de respect. Ça fait de vous quelque part des agents. Cher, c'est bien de le dénoncer publiquement. Le problème, c'est que moi, ce que je dis tout le temps, je l'ai dit au départ à mon staff, quand la direction technique a fait son choix sur moi pour que je prenne en charge cette catégorie, ils ne m'ont pas demandé de l'argent pour que je sois l'entraîneur de cette sélection. Ils ont estimé que je suis un Sénégalais, peut-être compétent pour diriger cette sélection. Ils me l'ont donné. Maintenant, pourquoi un joueur sénégalais compétent, capable d'évoluer dans cette sélection pour défendre les couleurs de sa nation, doit me donner de l'argent pour jouer? Pourquoi? Mais quand tu proposes de l'argent, peut-être que c'est clair que vous allez refuser, mais le joueur, le produit, est-ce que vous l'avez vu, regardé pour savoir s'il a le niveau ou pas aussi en fait, dès le départ, est-ce que ça ne réduit pas les chances du joueur? Non, au départ. Après, ça peut être con de ma part. Mais aujourd'hui, cher, tu m'appelles, tu me dis, j'ai un joueur, il joue dans tel club. Je te donne de l'argent pour que tu le prennes. Je fais une croix sur ce joueur. Je ne le regarde pas. Et par exemple, parce que je peux ne pas prendre ton argent et prendre ce joueur. Je ne sais pas où est-ce que tu as été pour dire je vais proposer à l'entraîneur. Parce que pourquoi je pose cette question, c'est parce que souvent, ici, on n'a pas on ne fait pas le travail de scouting qu'il faut. Souvent, il y a des talents qui nous échappent. Par exemple, vous avez sélectionné un joueur qui a été une des très belles satisfactions de la Coupe du Monde. C'est le latéral droit de Manchester City. Déjà, comment est-ce qu'il est venu en sélection? Parce que ce n'est pas le genre de joueur qu'on voyait jouer. C'est simple, parce que moi, je le dis, hein, je ne peux pas sillonner tout le pays pour voir les joueurs. Je ne peux pas aussi aller à l'étranger pour voir des joueurs. Maintenant, il y a des gens, je sais qu'ils sont de bonne foi, qui m'appellent pour me signaler des joueurs. Parce que je sais qu'ils ne sont pas animés de mauvaise foi ou ils ne sont pas dans des plans tordus. Donc, ces gens-là, quand ils m'appellent, je prends la peine de les écouter et de même appeler ce joueur pour le voir. Pour le cas de Alpha Djunkou, j'ai été approché par un gars qui est en France, un Sénégalais, Chérif. C'est un gars du Casa Sport qui aime le football. Chérif Sadio. Ouais. Il m'a approché, il m'a parlé de Alpha. Donc, il m'a envoyé des vidéos et tout. Il m'a mis en relation avec l'oncle de Alpha. Et j'ai regardé ses matchs, notamment contre Liverpool, je pense, excusez-moi, en U20 ou U21. J'ai vu que c'était un joueur avec un potentiel. Je l'ai contacté, il était intéressé pour venir, et ça s'est fait comme ça. Il y a beaucoup de joueurs que je n'ai pas vus. On me les a suggérés, je les ai convoqués, ils sont venus, ils m'ont convaincu, ils sont restés dans le groupe. Par contre, comme je l'ai dit, si par exemple tu m'appelles, tu me dis j'ai un joueur, mais bon, je vais te donner. À partir du moment où tu parles d'argent, de me donner, mais ce joueur, j'ai fait une croix dessus. Très bien. Même s'il peut être Maradona. Même s'il est bon. Très bien. Alors, Youssouf, comme vous dites, vous avez eu la chance aujourd'hui d'exercer votre métier, ce que vous aimez.
Vous avez envie de certainement continuer dans cette voie, mais aujourd'hui, voilà, quelles sont vos ambitions en fait? C'est d'être avec les U20, de continuer à travailler, de prendre un maximum d'expérience? À l'heure actuelle, je suis très très bien avec les U20. Je vais continuer avec eux, à travailler avec eux, mais bon, comme je dis, je suis quelqu'un d'ambitieux. Je ne vais pas me cacher, voilà, je suis ambitieux, je veux aller plus haut, mais voilà, il y a un travail à faire d'abord, il faut que je continue ma progression. Et je suis un jeune entraîneur. Et c'est pour ça que je fais aussi voilà, le cumul de ces deux pour prendre le maximum, en tout cas, d'expérience, d'apprendre. Parce que je suis là, j'apprends. Ouais. Et quand je sentirai le moment de lâcher un groupe pour aller avec un seul, je le ferai. Et parce que quelque part aussi, on peut soupçonner des conflits d'intérêts, par exemple, être l'entraîneur national, peut-être que vous pouvez tenter de, je sais pas, d'essayer de corrompre, bon, pas corrompre, mais de contraindre certains joueurs à rejoindre Teungueth FC. Non, je ne fonctionne pas comme ça. J'étais au Stade de Mbour. Et en étant au Stade de Mbour, j'avais le U20. J'ai jamais fait venir un joueur U20 au Stade de Mbour. Et là... Et dans l'autre sens? C'est-à-dire? Du club à la sélection. Du club à la sélection, j'ai fait venir un joueur, Souleymane Cissé, et tout le monde l'a vu. Ah, il était très bon. Donc, moi, je ne fais pas de favoritisme. J'ai des neveux qui jouent au football, qui sont U20. Certains jouent au Sénégal, il y en a d'autres qui jouent à l'étranger. Mais j'estime qu'ils n'ont pas le niveau. Je ne suis pas là pour tracer une carrière pour Jean ou Paul. Je suis là pour l'intérêt du football. Maintenant, ma façon de faire ne plaît pas à tout le monde. Ça, je le sais. Mais moi, je me focalise sur ce que je fais et qui va me permettre de dormir tranquille le soir. Alors, vos rapports à la presse sénégalaise, on vous reproche souvent d'être d'ailleurs sur nos plateaux, sur la TFM. Bon, vous dites que vous n'aimez pas forcément être sous la lumière, même si votre poste vous y oblige. Voilà, quel genre de rapport vous entretenez avec les confrères, parce que ça fait partie aussi du boulot. Non, mais j'ai de bons rapports avec les journalistes. Après... c'est vrai que je refuse beaucoup d'invitations. Parfois, c'est des invitations sur des plateaux où tu dois venir pour faire consultation ou consultant, je pense. Oui. Je ne suis pas consultant. Je ne suis pas expert de football, parce que c'est des métiers. Il y a des gens qui travaillent sur ça. C'est des consultants ou experts en football. Moi, je suis juste un entraîneur. Ma place, c'est sur le terrain. Je vais travailler sur le terrain. Je rentre chez moi. Maintenant... Donc nous sommes des privilégiés alors. Non, c'est même pas une question de privilégiés. Après, consultant, c'est un métier. C'est un métier différent du métier d'entraîneur. Parce que ceux qui font ce métier de consultant, ils ont des infos, parfois, que moi, en tant qu'entraîneur, tout de suite, j'arrive, j'analyse l'équipe de Sangalkam qui joue. Je ne sais pas comment ils se sont préparés. Je ne sais pas ce que l'entraîneur a mis en place pendant la semaine, mais j'arrive, je regarde le match, je commence à tirer sur l'entraîneur ou un joueur. C'est trop facile. Peut-être quand on sera au niveau de Sky Sport, il voudra venir travailler pour nous. Non, même pas. Après, ce sera une période où je ne serai plus entraîneur. J'arrête d'entraîner, je deviens consultant. C'est un choix, c'est votre choix, parce que quand même, en France, par exemple, on voit des entraîneurs qui sont virés aujourd'hui et le lendemain, tu les vois sur les plateaux de télévision jusqu'au prochain coup de téléphone. Parce qu'il faut faire tourner la marmite. Oui, hein, il faut faire manger la famille. Hein. Voilà, merci Youssouf, en tout cas. C'est un peu une dernière question, je ne sais pas. Il y a la sélection nationale. On voit que vous êtes très proche de l'entraîneur Aliou Cissé, qui souvent fait appel à vos services. Celle-là, j'avais décidé de m'en passer. Mais quand même, on peut vous voir dans son staff en tant qu'adjoint, puisqu'il y a le bruit qui court souvent qu'il faut étoffer ce staff de l'équipe nationale A. Là, vous y êtes déjà, officieusement. Non. Alors, le sélectionneur de l'équipe nationale A s'appelle Aliou Cissé, c'est le patron. C'est à lui de décider, ou en tout cas de voir, il connaît ses besoins. S'il a besoin de Youssouf Dabo ou de Serigne Saliou Dia, il fera appel à Youssouf ou à Serigne Saliou. Et nous, on est là
pour servir le football, pour l'aider à réussir sa mission. Donc, s'il fait appel à nous, on va y aller. Même en tant qu'adjoint. Malgré les critiques, parce qu'on vous a quand même, on a critiqué ce choix de Youssouf Dabo dans le staff de l'équipe nationale par manque d'expérience. Limite, vous êtes arrivé du néant, vous vous imposez dans ce staff. Sur quelle base vous avez entendu ces critiques? Bien sûr, mais l'expérience, on ne peut pas l'avoir sans chez soi. Ça ne va pas arriver à vous trouver dans votre salon, c'est en travaillant. Tous ceux qui ont l'expérience aujourd'hui, au moment où ils démarraient, ils ne l'avaient pas. Ils ont travaillé, ils ont fait des campagnes, peut-être, ils ont eu à vivre des expériences et ça les a formés, ça les a permis d'avoir cette expérience dont on parle aujourd'hui. Maintenant, les gens vont toujours critiquer, quel que soit ce que tu feras. Demain, on gagne la CAN, tu verras des gens qui seront là-bas à dire « Ouais, mais le jour du match, l'entraîneur n'était pas bien sapé. On a gagné, mais... On dira toujours quelque chose. Donc, ce qui est important, comme je le dis tout le temps, c'est se focaliser sur des choses que tu maîtrises. Maintenant, sur ce que les gens pensent, si tu veux perdre de l'énergie, commence à réfléchir qu'est-ce qu'ils vont penser. Maintenant, fais ton chemin et continue à avancer. Ils vont parler de toute façon. Très bien, mais il faut gérer aussi. Gérer, c'est faire ce que tu maîtrises. Ce que tu ne maîtrises pas, tu ne peux pas le gérer. Merci Youssouf, en tout cas, pour ce mot de la fin. On va vous raccompagner avec le programme des huitièmes de finale. Peut-être que vous aurez un mot à dire là-dessus. Et le football européen. Donc, il y a Dortmund, Paris Saint-Germain. Donc, on a fait le tirage au sort ce matin pour le programme des huitièmes. Dortmund, PSG, Real Madrid, Manchester City. Évidemment, l'une des grosses affiches. Atalanta contre Valence. Certainement, peut-être la moins attirante. Atlético Madrid, Liverpool de Sadio Mané. Chelsea contre Bayern de Munich. Olympique Lyonnais contre Juventus de Turin. Tottenham contre Leipzig. Naples de, évidemment, Kalidou Koulibaly, qu'on espère retrouver très vite sur les terrains puisqu'il s'est blessé ce week-end contre le FC Barcelone. Est-ce qu'il sera toujours là-bas? Les matchs allés se jouent. Il a intérêt en tout cas à se rétablir très vite s'il veut partir. Parce qu'on ne recrute pas un joueur qui est blessé, malheureusement. Ça tombe un peu mal. Alors, vos favoris sur ces huitièmes de finale, très rapidement? J'ai même pas les affiches en tête. Après, Dortmund PSG. Dortmund PSG. Après, favori PSG. Mais est-ce que PSG va passer? Ça, c'est autre chose. La vérité va sortir du terrain. Et puis surtout, il y a ce syndrome des huitièmes de finale. Il peut peser parce que ça fait 2 ou 3 années de suite qu'ils se font sortir à ce stade de la compétition. Je pense qu'ils vont passer cette année. On verra. Le Real Manchester, là, je pense que c'est le gros choc. C'est le gros choc. Après, le meilleur gagne. D'accord. Merci Youssouf. On va vous raccompagner avec du foot européen. Le PSG qui prend le large en France, tout comme Liverpool en Première Ligue. En Espagne, c'est serré. Tout nous est compté par cher Sadibou Diarra. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Remercier les autorités sénégalaises qui nous ont permis de faire une très bonne préparation. Parce que nous avons commencé notre préparation en France, au Havre. Et nous avons eu 2 matchs en France, en battant le Havre et la Belgique en match de préparation. Donc, arrivé au Japon, on a eu un autre match contre Cuba qu'on a battu. Et donc, les gens n'ont vu que les matchs qu'on a joués officiellement, mais on a eu à faire des matchs amicaux qu'on a gagnés. Bien sûr. On dit que ce sont ces matchs officiels qui comptent. Quoi. Voilà. Mais quand même, pour en revenir pour ces 2 premières sorties, face au Monténégro et à la Roumanie, vous perdez de 4 points, 5 points. Qu'est-ce qui a manqué? Parce que souvent, c'est en fin de match que la différence se faisait. Oui, ce qui a manqué, je l'ai dit tout à l'heure, on sait maintenant ce qui nous manque. Dabo ne me démentira pas, c'est le physique. En fait, c'est la condition physique de pouvoir, parce qu'on a joué, tenez-vous bien, 7 matchs officiels en 10 jours. L'enchaînement des matchs. L'enchaînement des matchs, c'est 7 matchs en 10 jours. Mais quand même là, on a des joueuses qui évoluent au niveau en France. Oui, mais en France, ce n'est pas tous les jours que vous jouez. C'est une fois à la semaine que vous jouez. Ce n'est pas des matchs enchaînés comme ça. Et donc, il y a une préparation. Et ces équipes-là que nous avons eues, c'est des équipes qui sont rodées à jouer. C'est des joueurs ou des joueuses
qui font le championnat, qui font la Ligue des Champions, etc., qui cumulent des matchs, qui ont l'habitude. Alors que nous, nos joueurs n'ont pas cette habitude. Peut-être une seule joueuse parmi les 16 à cela. Et donc, c'est ce qui nous a forcément manqué et les joueurs sont conscients de cela. Et maintenant, elles savent qu'elles doivent travailler plus que ce qu'elles font en club. Tout à fait. Voilà. Mais maintenant, il faut aussi regretter, même si ce n'est pas un fait nouveau, que cette équipe nationale ne soit composée pratiquement que de binationales. Ça veut dire que le niveau du hand sénégalais est vraiment loin de ce qui se fait au plan mondial pour qu'on n'ait pas au moins une joueuse locale dans cette équipe. Je vais rectifier un peu. Dans cette équipe, on avait 3 joueuses locales. Une qui n'a pas participé, qui était dans les grandes, qui était remplaçante. Donc on était parti avec 17 joueuses. Et on a eu 2 joueuses. Une qui joue, tenez-vous bien, à Diaguissar et une qui joue à Saint-Louis. Et une qui joue à Wallo. Mieux qu'au foot. Et une qui joue à Wallo. Pas une joueuse de Dakar, mais à Saint-Louis, on a 2 joueuses. Une qui joue à Diaguissar, une équipe qui n'est même pas connue, très connue, et une autre qui joue à Espoir du Wallo. Et donc, vous voyez, ils sont dans l'équipe nationale. Par rapport au reste de l'équipe, voilà, ça ne fait pas beaucoup. Oui, nous sommes conscients de cet état de fait. C'est pourquoi, en novembre, je pense, ou en octobre, on a démarré le centre national d'entraînement pour les filles qui est implanté à Thiès. Et une des filles qui est dans cette équipe-là est pensionnaire de cette... elle a 16 ans, elle est pensionnaire de ce centre national d'entraînement. Et donc, on est conscient de cet état de fait. On va former ici des jeunes filles qui vont évoluer dans le championnat national sénégalais et qui pourront être dans l'équipe nationale du Sénégal pour avoir cette culture identitaire qui permettra au peuple sénégalais de reconnaître les joueuses qui jouent dans l'équipe nationale. Mais je trouve, à mon humble avis, que là n'est pas la question, parce que même si la joueuse se trouve en Mongolie, c'est une Sénégalaise qui est capable de jouer, donc c'est la meilleure qu'on va prendre. Mais bon, en plus, même si on a un championnat régulier, correct, bien tenu, et que les meilleurs soient à l'étranger, on va prendre une joueuse ceux qui sont à locale quand même pour cette échéance qui arrive là, les TQO. Est-ce que vous avez ciblé d'autres joueuses binationales, c'est ça? Moi, je pense qu'en fait, ce sera le même groupe qui sera renforcé, parce qu'on a vu sur certains postes qu'il faut renforcé avec les meilleures Sénégalaises, qu'ils soient au Sénégal ou partout ailleurs. Tout à fait. Et il y a des joueuses aussi qui sont des porte-étendards de cette équipe nationale. Est-ce que vous pensez qu'elles ont encore une marge de progression? Parce que ça fait un moment qu'elles vivent ensemble, je pense, ces joueuses. Oui. Pour ceux qui sont à l'extérieur, on peut dire cela. Mais les joueuses que vous voyez, c'est des joueuses qui sont nées en majorité en 1995. Donc, c'est des jeunes joueuses qui peuvent encore avoir plusieurs années devant elles, ensemble. Tout à fait. Mais je vous parle tout de suite de la petite qui a 16 ans. Et donc, c'est celle qui est là à l'image tout de suite. La grande là qui a Diaguissar, qui fait presque 2 mètres. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que les perspectives sont encourageantes, c'est ça? Oui, parce que là... Parce que beaucoup de gens pensent que c'est une équipe vieillissante, parce qu'on les entend depuis longtemps jouer. Mais c'est des filles, c'est des jeunes filles. Elles sont jeunes. Parce que quand je dis ça, je pense surtout à l'Ogre Angola, qui est là, en Afrique, et qui nous barre la route pour un titre de champion d'Afrique. Est-ce que vous pensez que cette équipe-là peut se surpasser pour venir à bout de cette équipe angolaise? Bien sûr. De plus en plus, chaque année, chaque mois, chaque semaine, le Sénégal se rapproche de plus en plus de l'Angola. Et le Sénégal est la seule équipe depuis presque 15 ans qui a tenu tête à l'Angola, qui a eu à mener de 8 buts l'Angola pendant une finale officielle. Et donc, non, parce qu'il faut donner une leçon ici à Dakar. Mais chérie, vous restez toujours sur les premières mi-temps, mais les secondes mi-temps. Oui, parce qu'en fait, c'est pour là que je dis qu'on est conscient maintenant, on sait ce qui nous manque, c'est le travail physique. Ok. Il faut travailler le foncier pour pouvoir maintenir ce rythme-là pendant 60 minutes. Très bien. Si on ne parvient pas à tenir pendant 60 minutes le même rythme, on ne pourra pas faire un bon résultat. Vous connaissez la date du TQO? C'est au mois de mars, du 20 au 22. Très bien, donc vous pouvez déjà vous projeter sur les regroupements. On est déjà là-dessus, parce qu'on le savait déjà, parce que c'est sorti officiellement, mais nous, on le savait déjà. On savait déjà
qu'on allait avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 2e de la Coupe du Monde et les équipes classées 7e ou 8e. Et en termes de coûts, le fait de se regrouper tout le temps pratiquement à l'extérieur, de faire des matchs internationaux, comment vous arrivez à financer tout cela? C'est pour ça tout à l'heure, j'ai remercié d'abord l'État du Sénégal. Oui, on a compris. Parce que c'est l'État du Sénégal qui finance tout cela. Ouais. Donc, la fédération est en train de faire un travail de fonds pour avoir des sponsors aussi, pour des revenus additionnels. Parce que vous faites moins de bruit quand même. On ne vous entend pas souvent crier sur tous les toits qu'on est laissé à nous-mêmes, l'État ne nous soutient pas. Et pourtant, on voit, vous êtes régulier. Comme l'a dit Mam, vous faites vos préparations à l'extérieur et tout cela quand même, ça demande... Il y a une bonne organisation. Voilà. C'est quoi le secret? Parce que certains disent que quand même vous êtes l'une des fédérations les mieux organisées. Oui, parce qu'on fait une bonne planification, une très bonne organisation. Et dans la recherche de moyens aussi, on est là-dessus, avec l'appui de l'État. Vous contribuez de votre poche aussi, non? De notre poche, un peu. Ça arrive souvent. Mais un peu seulement. Tous les membres du comité directeur, tout le monde s'implique pour la bonne marche du handball sénégalais. Ouais. À quand le démarrage des championnats, justement? Le championnat va démarrer, on voulait que ça démarre en fin décembre, si tout est en place, parce qu'on vient de finir la qualification au niveau des zones pour pouvoir terminer la 2e division, parce qu'il faudrait qu'on ait les 2 qualifiés de la 2e division pour pouvoir démarrer maintenant le championnat. Peut-être un manque de médiatisation aussi par rapport aux compétitions, c'est vrai que... C'est ça. Au niveau local, il y a un manque cruel de médiatisation. Mais on va y remédier parce qu'il y a votre ami Sambou qui se bat pour pouvoir transmettre les informations à temps. Et côté infrastructure également, vous ne rencontrez pas de problème comme les autres? Mais si. On l'a dit tout à l'heure d'abord, le Sénégal, c'est ça, c'est le manque cruel d'infrastructures parce qu'on n'a que 2 terrains couverts. Il y a le stade Amadou Barry et le stade La Dior de Thiès. Tous les autres, on joue dans des espaces ouverts. Récemment, il y a eu l'université Gaston Berger qui a une salle. On essaie de jouer. Le temple du handball qui est Iba Mar Diop avec les JOJ qui vont arriver va être en réflexion. Et on va essayer de trouver des alternatives, va jouer. Ça va être difficile même dans la programmation. On va essayer de jouer à Rufisque, un terrain... Bon. Et Dakar Arena, de temps en temps? Oui. Dakar Arena, c'est très difficile de jouer. C'est très lourd. Non seulement que c'est loin, mais c'est lourd pour jouer au Dakar Arena. Il y a une organisation parce qu'il faut mettre le tapis... monter un tapis, c'est 1,5 million. Le démonter, c'est presque le même montant. Donc, on ne peut pas laisser le tapis continuellement sur le parquet. Très bien. Merci, Chérif, de nous avoir accompagnés, surtout d'avoir fait preuve de patience. Vous restez avec nous, puisque dans quelques instants, nous allons recevoir Mamadou Ndiaye pour les buzz du web. Et puis, on va parler à présent de MMA avec un coup d'essai, un coup de maître pour Regrec. Je crois que Cher, vous l'avez reçu la semaine dernière et il a été très à son aise face à Sofiane Bakouchi qui l'a mis tout simplement KO à l'occasion de son premier combat MMA, les arts martiaux mixtes ou mixed martial arts. C'était à l'occasion d'une soirée organisée au Canal Olympia. Regardez. Voilà, on va parler des buzz du web avec Mamadou Ndiaye. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Manfatou, bonsoir messieurs. Bonsoir aux téléspectateurs. Nous sommes ravis de t'accueillir. Ils sont tellement contents qu'ils sont restés avec nous. On va parler des réseaux sociaux. Oui, on va parler du coach. Il est très actif sur les réseaux sociaux. Déjà sur, pardon, je vais... Voilà. Vous allez à du direct. Voilà. Il est très actif sur les réseaux sociaux. Déjà, il est sur Twitter depuis 2009. Il a déjà 8902 abonnés. Et il fait au moins 3 tweets par jour. C'était juste pour demander. La question, c'est c'est vous qui tweetez ou bien il y a un community manager? Non, c'est moi personnellement. Je n'ai pas de community manager. C'est important pour vous de communiquer sur les réseaux sociaux? Ouais, c'est un endroit où je pense que je me défoule un peu. Je fais
je charrie un peu beaucoup de monde. Après, dans la vraie vie, je ne suis pas comme ça, parce que après, c'est juste... pour moi, ce n'est pas la vraie vie. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Mais dans la vraie vie, je ne suis pas comme ça. Voilà. Donc vous tweetez plus pour faire des blagues, pour charrier, que pour des prises de position par rapport à l'actualité. Et parfois, vous informez. Hein. Son dernier tweet, déjà, c'est à peine 9 heures. C'était pour juste annoncer l'émission de ce soir. Ah ben, j'ai repris juste le tweet de Teungueth FC. Hein. Oui, vous avez retweeté. J'ai retweeté, donc... Alors, Mamadou, voilà, ça confirmait ce qu'on disait en fait tout à l'heure sur l'aspect réseaux sociaux, virtualité, et que finalement, en fait, parfois, les tweets ne reflétaient pas forcément la personnalité de la personne ou bien la personne. Pas du tout. Ça... On est d'accord. En tout cas, c'est un coach 2.0. Il est le seul, je pense que d'après les quelques recherches que j'ai faites, il est notre ami cher. Oui, cher Gueye, mais lui, pas il n'est pas sur Twitter, il est sur Facebook. Mais je parle de aussi qui est sur Facebook. Ouais, mais en tout cas, c'est bien. Je ne suis pas trop Facebook. Voilà. Oui, en tout cas, c'est bien. De plus en plus, parfois, nous, journalistes, ça nous permet aussi d'avoir des informations. De vous canaliser un peu ou bien d'avoir des informations. Surtout quand vous êtes dans des compétitions internationales. Voilà. D'accord. Avec aussi un mot de soutien parfois pour les autres, les collègues aussi, et ça c'est bien. De toute façon, je profite de l'occasion pour faire un coucou à tous les gens qui me suivent, parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui me témoignent beaucoup de sympathie sur ces réseaux de Twitter. Et je profite de ce plateau pour les faire à tous et à toutes un gros coucou. Voilà. On va parler à présent de Astou Traoré, Mamadou Ndiaye, qui ont impressionné plus d'un dans le 5 majeur de la Champions League. Donc ça veut dire qu'il serait plus fort au foot qu'il ne l'a été au basket. Quelle précision. Voilà, quelle précision. Merci beaucoup. Merci, Chérif. Merci, cher. Youssouf, merci beaucoup. Et bonne continuation, bien sûr, dans vos différents projets. Merci à toute l'équipe technique, à la réalisation Vieux Diouf, caméra Ibou Cissé, Hamza Diallo. Au son Abdourahman, à la régie Jamil Si, maquillage Yacine. Excellente soirée et à la semaine prochaine. Au revoir.